Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence de l'AF3M. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver pour un cycle de webconférence qui est au MOOC, à une 9e session du MOOC qui commencera bientôt, donc dès le 19 octobre 2021. Donc, comme de coutume, je vais vous présenter la plateforme pour que vous puissiez communiquer entre vous et également poser vos questions aux intervenants. Donc, comme vous le constatez, sur la droite de votre écran, il y a une bande blanche avec écrit en haut à droite chat. Vous pouvez utiliser cet espace pour communiquer entre vous, nous dire bonjour, par exemple de l'endroit où vous êtes. Pour ma part, ce sera de Bretagne, car je suis à Rennes aujourd'hui. Et je vois que d'ailleurs, vous êtes nombreux à répondre maintenant et vous êtes près d'une centaine à vous connecter et à nous rejoindre. À côté de cet onglet de chat, vous voyez un onglet questions. Alors, je vous invite à utiliser cet onglet questions exclusivement pour poser vos questions aux intervenants. Sophie, qui se trouve à côté de moi, pourra ensuite les soumettre à l'oral au professeur Avéloiseau et au professeur Leleu, qui nous rejoindra plus tard. Donc, voilà, pour rappel, cette webconférence n'a pas pour vocation d'assurer le consultation à distance. Donc, nous ne répondrons qu'à des questions générales et assez larges et non pas des questions relatives à votre situation directe. Donc, de mon côté, je vois que voilà, la salle se remplit. Donc, je vais laisser la parole à Sophie et je vous souhaite une excellente webconférence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, je vous présente le professeur Avéloiseau qui va dans un premier temps animer seul cette webconférence. Le professeur Leleu ne va pas tarder à nous rejoindre d'ici 15 petites minutes. Professeur Avéloiseau, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. Je pensais qu'après la session de samedi, il n'y avait plus de questions, mais si, apparemment, il y en a toujours. Donc, écoutez, ce sera un plaisir de répondre. Donc, moi, je travaille à Toulouse et depuis le début de l'épidémie au printemps 2020, donc, on a essayé de collecter les données Covid et myélome en France. Et puis, j'avais coordonné une étude internationale dont on a déjà parlé, mais peut-être qu'on peut actualiser, et puis refaire le point, effectivement, sur toutes les nouveautés, et en particulier, bien entendu, la vaccination, qui aujourd'hui est devenue quelque chose de capital. D'accord, donc nous allons reprendre le sommaire de la webconférence. Effectivement, maintenant, nous avons un petit peu de recul et la pandémie semble marquer le pas. Professeur, vous qui avez donc collecté des données au niveau international, comme vous venez de nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des malades du myélome qui ont contracté la maladie? Alors bon, cette étude, encore une fois, elle était en partie biaisée par le fait qu'on n'avait collecté que les données de patients qui venaient à l'hôpital. Donc, il y a sans doute des patients qui ont fait un Covid asymptomatique ou peu symptomatique et qui ne sont pas allés à l'hôpital. Et donc, pour ces patients, je n'ai pas de données. Donc, par contre, sur ceux qui sont venus à l'hôpital, donc on avait plus de 200 patients. Ce qu'il faut dire, c'est que attraper le Covid quand on a le myélome, ben, c'est pas bien. Vous êtes des patients fragiles. On reviendra un peu sur le profil, effectivement, des patients. Est-ce que on est fragile à tous les stades de la maladie? Est-ce que c'est uniquement au diagnostic? Qu'est-ce qu'il en est quand on est en rémission? Mais encore une fois, les données étaient quand même assez effrayantes, presque, on peut dire, puisque quand on prenait les 200 patients, on avait une mortalité quand même liée au Covid qui était de l'ordre de 30%. Donc, ce qui est énorme, puisque dans la population générale, on doit être à quelques pourcents, et encore. Donc, vous êtes des patients avec une fragilité due à votre déficit immunitaire lié à la maladie, mais aussi lié au traitement qu'on vous donne. Et donc, on y reviendra tout à l'heure, mais je crois qu'il faut que vous soyez extrêmement prudents. D'accord. Est-ce que les malades du myélome qui ont une forme grave, vous pouvez nous dire un petit peu le profil de ces malades? Oui, alors, bon, après, ce sont effectivement des règles générales. Il y a toujours des exceptions.
En gros, les patients qui ont fait des formes graves, voire extrêmement graves, c'est essentiellement des patients qui avaient une maladie myélome qui n'était pas contrôlée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit au moment du diagnostic ou pendant les premiers cycles de traitement, où en fait on n'a pas encore contrôlé la maladie, et là c'est vrai qu'on est très fragile. Et puis après, il y a les épisodes de rechute, où là on se retrouve quasiment dans la même situation qu'au diagnostic, c'est-à-dire qu'on n'a pas un contrôle important de la maladie, et là on est sans doute immunodéprimé parce que la maladie est toujours là et qu'on a un traitement qui est relativement agressif pour toutes les cellules, y compris les cellules immunitaires, et c'est ces patients-là qui ont fait des formes très graves. D'accord. Il y a beaucoup de questions qui sont posées donc, sur cette troisième dose. Aujourd'hui, il est acté que les personnes fragiles devront la faire. Pas mal de questions là, sont posées sur le manque d'anticorps, même après la troisième dose. Qu'est-ce qu'on préconise pour ces malades? Une quatrième dose? Alors, sur la vaccination, on a reçu beaucoup d'études de différents pays, et en fait, elles vont toutes dans le même sens, et on peut le résumer en 3 mots. C'est en gros, quand on prend une population de patients myélomes, tout stade confondu, que ce soit au diagnostic, pendant la rémission, à la rechute, globalement, quand on fait 2 doses de vaccin, quel que soit le vaccin, on voit des réponses anticorps, mais ces réponses anticorps, elles sont toujours inférieures à ce qu'on voit chez un individu plutôt, qui n'a pas de myélome. Et en particulier, il y avait une étude grecque où ils avaient pris les patients et leurs conjoints comme contrôle, donc des patients, des gens en principe d'âge à peu près similaire, et il y avait toujours un taux d'anticorps qui est plus faible. Alors, juste un point ici, on a en fait une immunité après une vaccination qui est de 2 types. La première, c'est celle qu'on mesure facilement par les anticorps. Donc, vous faites une sérologie, on vous dit vous avez des anticorps qui sont à tel niveau, tel niveau. Et puis, il y en a une autre qu'on appelle une immunité cellulaire, qui, elle, par contre, n'est pas mesurable par des tests simples, c'est plutôt de la recherche. Et on ne sait pas trop, en fait, et c'est sans doute variable d'un patient à l'autre, laquelle des 2 immunités est la plus importante pour vous protéger du Covid. Donc, je vois qu'il y a des questions. J'ai été vacciné, j'ai un taux d'anticorps qui est à temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là encore, mais ce n'est pas propre au myélome, on ne sait pas quel est le taux d'anticorps nécessaire et suffisant pour protéger. On a plein d'études qui montrent que quand on a été vacciné en dehors du myélome, on peut être contaminé par le Covid, mais généralement, on fait des formes bénignes, on va dire presque. Mais encore une fois, on ne sait pas si ces patients-là, ils avaient un taux d'anticorps un peu plus faible que les autres. On n'a pas de données. Donc aujourd'hui, quand on fait les 2 doses et qu'on fait une sérologie après, bon, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas d'anticorps, bon, c'est clair, vous n'êtes pas protégé. La 3e dose, il faut la faire, il n'y a pas de discussion. Peut-être qu'elle ne marchera pas mieux que les 2 précédentes, mais encore une fois, il faut le faire et recontrôler après. Après, l'autre possibilité, c'est que vous avez une réponse qu'on va dire moyenne, en dessous de ce qu'on voit chez les individus non myélomes. Et là encore, peut-être que vous êtes protégé en partie, peut-être que vous ne l'êtes pas. Donc, ça veut dire qu'il faut faire la 3e dose dans ces cas-là. Et puis sans doute recontrôler la sérologie à 1 mois après la 3e dose pour voir si ça a eu un effet bénéfique sur votre taux d'anticorps. Puis après, dernière possibilité, mais qui malheureusement n'est pas très fréquente, c'est que vous avez un taux d'anticorps qui est extrêmement haut. Je crois que la 3e dose, elle peut se discuter, mais personnellement, je la conseille parce que le vaccin, il n'est pas toxique. On parlera des effets indésirables plus tard. Je crois qu'il n'y a pas de toxicité particulière et donc au pire ça ne fera rien, au mieux ça fera encore monter votre taux d'anticorps et prolongera sans doute votre protection qui encore une fois ce n'est pas une assurance tout risque, donc il faut continuer à faire attention. D'accord, donc forcément les personnes qui n'ont pas répondu du tout aux 3 injections
se demandent quelle est la légitimité de leur passe sanitaire, effectivement. Bon, bah, ça, c'est un peu une autre question, hein, mais du coup, ils n'ont aucune protection normalement, puisque le vaccin n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes-là? Encore une fois, quand on n'a pas de réponse effectivement anticorps, on ne sait pas ce que la réponse cellulaire a pu être. Donc je crois qu'il faut se mettre dans la pire des situations, se dire que la réponse cellulaire, elle n'a pas été meilleure que la réponse anticorps, que vous avez donc aucune protection, et donc qu'il faut être hyper prudent. Bon, je l'ai dit et je le répète, et je pense que vos médecins vous le répètent aussi, pas forcément pour le Covid, mais pour la grippe ou autre. Il faut vous battre pour que votre entourage soit vacciné. Encore une fois, il y a des études qui montrent qu'on peut être contaminé quand on est vacciné. La quantité de virus présente est malgré tout beaucoup plus faible. La contaminité est sans doute plus faible aussi. Mais vraiment, il faut insister sur le fait que votre entourage. Moi, je pensais que le fait, quand on dit ça, quand on est patient, les gens comprennent. Le samedi, il y a une patiente qui m'a dit que même elle, dans son entourage, il y avait des gens qui ne voulaient pas se vacciner, donc elle a décidé de plus les voir. Mais je crois que vraiment c'est hyper important. On le répète pour la grippe hein, tous les ans. L'entourage, il faut être vacciné, il faut être vacciné. Et puis après, si les anticorps ils sont à zéro, il faut que vous gardiez des gestes barrières. Je sais, c'est pénible, mais qui soient vraiment comme au tout départ, avant que le vaccin arrive. C'est-à-dire le masque, se laver les mains, essayer d'éviter les supermarchés, les cinémas, les endroits où il y a beaucoup de monde. Après, je sais bien que vous en avez tous marre, moi aussi, mais vous sûrement encore plus. Je crois qu'il ne faut pas non plus vous enfermer complètement chez vous à double tour, mais peut-être éviter les moments où il y a beaucoup de monde, les endroits où il y a beaucoup de monde, et puis continuer à faire attention. Professeur, est-ce qu'un myélome indolent, c'est aussi la personne, est-elle aussi fragile qu'avec un myélome avéré? Alors là, on n'a pas de données en fait dans la littérature. Il n'y a pas eu d'études faites sur les myélomes indolents. Personnellement, je dirais que oui, parce que ces patients-là, ils ont souvent un taux d'anticorps autre que le monoclonal qui est bas. Là encore une fois, bien entendu, la vaccination est impérative. Et là, je crois que c'est une des situations peut-être où la sérologie est la plus importante pour voir quelle est la réponse, mais je crois qu'il faut se considérer aussi à risque. D'accord. Nos vaccins ont été faits avec le virus tel qu'on l'a découvert il y a maintenant plusieurs mois. Plusieurs variants sont apparus. Est-ce que vous avez connaissance de l'évolution des vaccins qui pourraient prendre en compte donc les caractéristiques des nouveaux variants? Alors, la plupart d'entre vous ont été vaccinés avec les anticorps, avec les vaccins à ARN, que ce soit le Pfizer ou le Moderna. Ce sont sans doute les vaccins les plus efficaces. Le variant qu'on voit actuellement extrêmement majoritaire, c'est le variant Delta. Peut-être que ce variant Delta est un peu moins sensible à la vaccination. Mais encore une fois, on n'a pas de données dans le myélome, mais en dehors du myélome, je voyais encore hier soir à la télé des études qui disent que les deux sont efficaces à 90%. Donc, je pense que le fait que les souches de virus ont varié, entre la souche initiale, l'alpha, le delta, un peu plus agressif, mais sur les vaccins, je ne crois pas que ça ait beaucoup changé. Et donc, je pense que la protection reste bonne. D'accord. Donc, on a aussi les questions, mais ça, vous aviez un petit peu répondu. C'est quoi qu'est-ce qu'on appelle une bonne réponse au niveau des anticorps? À partir de quel taux on peut considérer qu'on a une bonne réponse? Alors ça, je ne peux pas vous donner de taux parce qu'en fait, chaque laboratoire a ce qu'on appelle son kit, c'est-à-dire qu'ils achètent en fait des kits chez différents vendeurs, entre guillemets, et qu'en fait, chaque kit a ses propres valeurs. Donc en fait, on peut avoir 3000 avec un test qui équivaut à 300 avec un autre test. Donc en principe, dans la réponse qui vous est donnée, il est noté si le taux qui vous est trouvé
est haut ou bas. Mais je dis encore une fois, c'est une théorie, parce que personnellement, j'ai fait une sérologie il y a 15 jours pour savoir si je faisais ma 3e dose tout de suite ou pas, parce que je commence à être vieux aussi. Et en fait, le labo où je suis allé, ils m'ont donné, voilà, vous avez un taux d'anticorps à 196, sans me dire si c'était haut ou pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rappelé le laboratoire pour avoir les biologistes et pour qu'ils me disent si c'est haut, pas haut, bas, etc. Donc, si vous n'avez pas ça, je vous conseille de recontacter votre laboratoire ou votre médecin si vous le faites à l'hôpital, si vous n'avez pas effectivement cette information. Est-ce que je crois comprendre qu'il est raisonnable de faire un contrôle des anticorps avant la 3e injection? Oui, je pense que c'est… Bon, d'abord, ça coûte pas cher, c'est une prise de sang, mais ça informe quand même pour voir si vous avez une réponse ou pas. Ça ne changera rien sur le fait qu'il faut faire la 3e dose, mais quand même, ça donne une idée. Si votre taux d'anticorps il est à 0, il faut la faire, mais on va se dire que sans doute que ça ne va pas changer grand-chose. Et peut-être que ça incite encore plus les patients à être prudents. Et donc, encore une fois, c'est vraiment très simple à faire. Et on conseille aujourd'hui de le faire après les 2 doses et après la 3e aussi. D'accord, donc c'était justement la question de Michel qui disait qu'en fait, il a déjà eu ces 3 injections et pour lui, il demande quelle est la suite. Donc, vous l'avez dit, un contrôle de ses anticorps peut-être? Oui, il faut les contrôler. Encore une fois, il faut bien avoir en tête que même si vous avez des anticorps hauts, ce n'est pas une garantie de tout risque. Malgré tout, vous pouvez attraper le virus et faire une forme plus ou moins grave. Mais quand même, ça informe. Et puis peut-être, on ne sait pas, que là, je vois Michel qui a eu sa 3e dose au mois de juin. Peut-être qu'il faudra faire une 4e dose au mois de décembre. Aujourd'hui, on n'en sait rien. 6 mois après, on ne sait pas du tout. Donc peut-être que faire… alors, je ne vais pas vous dire d'aller faire une sérologie tous les 4 matins, mais peut-être faire une sérologie 1 mois après la 3e injection, puis 3 mois après et 6 mois après. Peut-être que ça informe aussi, savoir si l'immunité elle est stable, est-ce qu'elle baisse, est-ce qu'elle est toujours là. Je vais maintenant vous poser quelques questions qui sont apparues, donc qui sont là devant nous. Pour les personnes en traitement, est-ce que le jour de la vaccination, ils peuvent prendre leur Néofordex et combien de temps il faut généralement entre le DARA et la vaccination? Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête le traitement pendant au moins une semaine, que ce soit le DARA, que ce soit le Néofordex, voire même un petit peu plus. Après, ça dépend d'où vous en êtes dans le traitement de votre maladie. Si vous avez une maladie qui est à peu près stabilisée, par exemple, vous prenez du DARA, Néofordex, LEN au long cours, votre maladie est contrôlée, peut-être qu'on peut faire un break de 15 jours, 1 mois, le temps de faire la vaccination, pour se donner peut-être le plus de chances pour avoir une réponse immunitaire. Par contre, si vous êtes au tout début de votre prise en charge et que là, c'est important d'avoir un traitement serré, peut-être de faire un arrêt d'1 semaine est peut-être suffisant pour faire le vaccin. On arrive à une période, là bientôt la fin de l'automne et pour l'entrée de l'hiver, enfin tout du moins l'automne. On va enchaîner avec le vaccin contre la grippe et pour certains, le rappel du pneumocoque. Vous confirmez que le pneumocoque, c'est très important pour nous de le faire? Oui. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler de choses qui ne vont pas vous plaire, mais quand on regarde la mortalité du myélome, la grande majorité des patients décèdent de l'évolution de la maladie, certes, mais aussi beaucoup d'infections à pneumocoque. Donc vraiment, la vaccination contre le pneumocoque est capitale. Sans doute encore plus que la vaccination contre la grippe, même si la grippe, il faut le faire aussi. Donc là, le vaccin contre la grippe va être disponible bientôt, ou là peut-être déjà. Donc on peut tout à fait faire les 2 injections en même temps, faire le vaccin contre la grippe et le vaccin Covid en même temps. Avant, on disait il faut attendre 1 mois entre 2. Non, il n'y a pas de données là-dessus. Donc pour des raisons de praticité, et surtout si on arrête le traitement pendant ce temps-là, je crois qu'il faut essayer de grouper les vaccinations pour les faire, mais vraiment, il faut les faire. Et on attend un petit peu pour le pneumocoque, alors après cette vaccination Covid-grippe? Il n'y a pas de données là-dessus. Personnellement, je ne pense pas.
veux dire, c'est pas les mêmes cellules qui vont répondre à l'un et à l'autre. Si en plus, si on fait une pause thérapeutique, ben, autant en profiter de cette pause thérapeutique pour faire les 3 vaccins. Donc, personnellement, je ne bloquerai pas pour retarder le traitement plus longtemps. Christiane nous demande au bout de combien de temps il faut faire un rappel du vaccin pneumocoque? Alors, ce qu'on fait généralement, parce que ça dépend encore une fois là, de l'étape du traitement où vous êtes. On sait quand les patients qui sont greffés, par exemple, après la greffe, ben, on refait des dosages d'anticorps. Et pour beaucoup de patients, on est obligé de refaire toutes les vaccinations parce que tout est parti. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est on dose les anticorps et puis on voit. D'accord. Et les malades du myélome qui sont en rémission et qui ont un bon taux malgré tout de gamma-globulines, qui ont bien répondu à leur traitement, est-ce que ces gamma-globulines sont d'aussi bonne qualité que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas malade? A priori, je dirais oui, mais encore une fois, les immunoglobulines, elles sont dépendantes aussi de cellules pour aller tuer les virus ou les bactéries. Et c'est vrai que la fonctionnalité de ces cellules, on ne la connaît pas. Donc, comme ça, on a un taux de gamma-globulines qui est bon, c'est les mêmes gamma-globulines qu'il y a chez moi, par exemple. Après, est-ce que quand le virus arrive, que la gamma-globuline va se fixer sur le virus, est-ce que les cellules qui sont là pour aller détruire le virus, est-ce qu'elles sont aussi efficaces chez vous que chez moi? Je ne sais pas. D'accord. Donc, pour les personnes immunodéprimées, vous avez répondu. Donc, comment vérifier si elles ont bien répondu au vaccin? Ouais, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de seuil déterminé de dire à partir de 100, je suis tranquille, à 99, je ne le suis pas. On n'a pas de données là-dessus. Et puis, encore une fois, c'est un chiffre. Et comme je vous le disais avant, il y a l'autre immunité cellulaire qu'on n'est pas capable d'apprécier. Et donc, il faut considérer qu'elle n'est pas bonne. Et donc, il faut vous considérer comme des patients immunodéprimés, quel que soit le stade de votre maladie. Vous allez dire que je vous casse un peu le moral et que je suis en train de vous dire qu'il faut continuer le masque, etc. Mais je crois que malheureusement, oui. Patricia, enfin, c'est pas une question, mais elle nous dit qu'elle a pris du rituximab en octobre 2020 et donc ces 3 doses de Pfizer, avec ces 3 doses, elle n'a pas d'anticorps. Quels sont les médicaments qui justement viennent perturber ces injections? Alors, je crois que le rituximab, bon, il n'est pas utilisé dans le myélome, mais il est utilisé dans d'autres hémopathies. Je crois que c'est le pire. Parce que le rituximab, il cible un antigène qu'on appelle le CD20, qui détruit en fait tous les lymphocytes B. Donc chez ces patients-là, quand on regarde s'il y a des lymphocytes B dans le sang, on n'en trouve pas. Et les lymphocytes B, c'est eux qui ont la mémoire, c'est eux qui développent les anticorps. Et donc, c'est la situation la pire. Donc, qu'elle ait aucune réponse après les vaccins n'est pas du tout surprenant. C'est décrit chez tous les patients qui prennent du rituximab. Bon, ben après, toutes les précautions pour ne pas m'exposer, ben, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, le risque zéro n'existe pas, mais encore une fois, je pense qu'on est capable de le limiter quand même de manière extrêmement importante. Dominique pose la question que d'autres poseront aussi, mais je crois que votre réponse va être claire sur le sujet. Les fêtes de fin d'année approchent. Que faire quand ses propres enfants et petits-enfants ne veulent pas se faire vacciner? Ça, j'avoue que ça me laisse pantois. Moi, je disais samedi, j'ai eu cet été mes neveux qui étaient là, qui ne voulaient pas se faire vacciner. Je les ai pris dans tous les sens, leur expliquant tout. Ça n'a rien changé, mais je me suis dit, les patients, quand même, c'est leur vie qui est en jeu. Donc, les proches, ils doivent comprendre et se vacciner. Bon, manifestement, ce n'est pas le cas partout. Là, je crois qu'il faut faire super gaffe. Hein, je veux dire, y compris Noël, peut-être que vous pouvez faire un repas avec eux, mais ce n'est pas d'embrassade. C'est essayer de garder les distances qui sont le plus importantes possible. Peut-être leur imposer de faire un test antigénique ou un test PCR la veille pour essayer de mettre le maximum de frein à la transmission de ce virus. Quoi. Mais vraiment, je comprends. Hein, c'est extrêmement important d'un point de vue familial.
encore plus sans doute quand on est malade. Mais là, je crois qu'il ne faut pas rigoler avec ça, quoi. Et quand on nous injecte des gamma-globulines, est-ce qu'elles ont les mêmes propriétés que les gamma-globulines, nos propres gamma-globulines, si on va bien, bien sûr? A priori, oui, mais encore une fois, les gamma-globulines, il y a très peu de gamma-globulines spécifiques du Covid dedans. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a eu hier une injection de gamma-globulines, qu'on va être protégé contre tous les virus, toutes les bactéries. D'abord, on ne les donne pas à tout le monde, on les donne vraiment aux gens qui, d'une part, ont des taux de gamma-globulines d'anticorps très bas, et en plus, qui font des infections. Donc, on essaye, mais pour autant, quand on compare aux patients qui font pas trop d'infections, le taux d'anticorps, il n'est pas beaucoup plus bas. Pourquoi certains en font et d'autres pas, c'est sans doute l'immunité cellulaire qui fait la différence. Mais encore une fois, vous ne croyez pas protégé parce que vous avez eu hier une injection de gamma-globulines. D'accord. Donc, Nathalie, je crois que vous avez déjà répondu un petit peu. Quel intérêt de faire une sérologie si on ne connaît pas le seuil pour être protégé? Non, oui, bien sûr, mais encore une fois, je crois que c'est plus pour voir si en fait vous répondez à la vaccination ou pas. Effectivement, si vous avez un taux à X, personne ne vous dira c'est bien, vous êtes protégé, allez, vous pouvez aller en boîte. C'est pas le cas. Par contre, si on voit que vous n'avez pas de réponse ou vraiment une réponse minime, je crois que c'est quand même informatif pour dire il faut que je fasse encore plus gaffe que les autres. Et donc, dans votre hôpital, professeur, avez-vous eu connaissance de malades du myélome qui ont développé des effets secondaires sérieux suite à leur vaccination? Alors, pas à ma connaissance, je suis ça de manière assez précise. Quand on regarde ce qui est publié dans différents journaux médicaux ou pas médicaux d'ailleurs, on s'aperçoit que les effets indésirables, en tout cas avec les vaccins qu'on utilise aujourd'hui, le Moderna ou le Pfizer, il n'y en a quasiment pas. Alors, il y a quelques cas qui ont été décrits de myocardite chez les adolescents. Bon, c'est généralement pas votre cas. Sur le reste, maintenant qu'on vaccine quasiment plus avec l'AstraZeneca, on n'a plus ces effets de thrombose, mais encore qui survenaient chez les patients jeunes. Donc, je pense que vraiment, il n'y a pas d'effet indésirable particulier. C'est pour ça que je conseille vraiment de faire la 3e dose pour tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de toxicité. Ça marche pas. Mais encore une fois, à partir du moment où c'est pas toxique, vous faites la grippe, le vaccin contre la grippe, vous ne savez pas si ça a marché ou pas, mais vous le faites quand même. Au pire, vous avez 24-48 heures, un peu mal à la tête, un peu de fièvre. Bon, c'est peut-être pas dramatique. Je pense que quand on a un myélome, on est passé par d'autres choses. Je vois Hélène qui nous dit, c'est hélas mon cas, je sais qu'Hélène a développé une très très grande fatigue après ses injections. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement une fatigue extrêmement intense peut être due à ces 2, voire 3 injections? Non, c'est effectivement une bonne question. On n'a aucune donnée dans la littérature de savoir si les patients qui ont un myélome ou une autre hémopathie ou un cancer en général, est-ce qu'ils sont plus à même de faire ce qu'on appelle des Covid longs? Il n'y a aucune donnée. Personnellement, j'en ai pas vu, mais bon, on n'a pas non plus une expérience plus grande que notre centre. Je vois que le professeur Le arrive. Je ne sais pas si on est plus à même de faire ce qu'on appelle des Covid longs. C'est sans doute possible, il n'y a pas de raison qu'on en fasse moins. Sauf si effectivement ces Covid longs sont liés à ce qu'on appelle une auto-immunité et que du fait de l'immunosuppression qu'on a dans le myélome, on a peut-être moins de capacité à développer des auto-anticorps qui peuvent être responsables éventuellement de ces Covid longs. Mais on connaît tellement peu de choses sur ces Covid longs qu'aujourd'hui, je suis incapable de répondre à la question. Avant d'accueillir le professeur Leleu, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est vraiment qu'un… Bonsoir, professeur Leleu. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est finalement qu'un Covid long? Ça se présente comment? En fait, il y a autant de formes quasiment que de patients. C'est-à-dire que c'est des patients qui, plusieurs semaines, plusieurs mois après avoir eu le Covid en particulier, avec le vaccin, ce n'est pas trop décrit, c'est surtout quand on a été infecté, qui développent en fait des pathologies pulmonaires, des pathologies neurologiques, des pathologies
multiples et variées, vasculaires, autres, qui durent des semaines, des mois, des fatigues extrêmement importantes. On n'a pas trop d'explications aujourd'hui. Certains parlent effectivement d'auto-anticorps dirigés contre plein de choses multiples et variées. Avec la vaccination, je ne crois pas qu'on soit vraiment exposé à ce type de Covid long. C'est vraiment les patients qui ont fait le Covid qui ont ces formes. Xavier, tu as des informations? Je n'en ai pas vu. J'ai pas vu de ces choses-là pour le moment, moi. J'ai pas vu ça. J'ai vu des patients qui ont le Covid. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous regardent ce soir? Donc bonjour, Xavier Leleu, je suis donc hématologue, spécialiste du myélome, chef de service au CHU de Poitiers. Voilà, donc je suis à la fois chef de service et le référent myélome pour le Poitou-Charentes, ce qui descend, donc comme vous le savez, jusqu'à la frontière de Bordeaux, jusqu'à la frontière de Limoges, jusqu'à la frontière de Tours et de Nantes. Merci pour ce cours de géographie. Voilà, j'ai une très grande région, une maison de retraite géante, un petit peu quand même, il faut être honnête. Beaucoup de patients de plus de 70 ans, donc malheureusement beaucoup d'hémopathie et de myélome multiple en Poitou-Charentes. Surtout qu'il y a pas mal de pesticides avec la vigne et l'agriculture. Je vois là Georges qui dit qu'il a fait une phlébite après la première injection il y a un mois et qui dit que ça refroidit. Dans le myélome, enfin les phlébites, Xavier peut en parler mieux que moi encore, c'est quelque chose de fréquent, enfin je veux dire avec les traitements. Donc relier la phlébite au vaccin, personnellement je ne le ferai pas. Je dis qu'il n'y a sans doute pas lié et si c'était votre première dose, je pense qu'il faut quand même aller faire la deuxième. Jean-François. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je comprends. Pardon, je comprends que la temporalité vous pose des questions et la séquence des événements, et c'est logique et c'est normal. Hein, mais franchement, oui, je suis d'accord. Le myélome augmente le risque de thrombose de presque 10%. Si pour peu que vous ayez eu en même temps un traitement du myélome, peut-être de type IMID, je ne sais pas si c'est votre cas, lénalidomide, thalidomide ou pomalidomide, votre risque il peut augmenter jusqu'à 30-50%. Voilà. Après, vous pouvez vous mettre sous isocoagulation, sinon, hein, si vous voulez éviter le risque. D'accord. Jean-François n'est pas très optimiste. Il demande si les gestes barrières, c'est pour toute la vie. On espère que non. Encore une fois, bon là aujourd'hui, on est plutôt dans une phase, on va dire, calme. Qu'est-ce qu'il en sera dans quelques mois ou même dans un mois quand on va commencer à rentrer dans l'automne frais? Personne ne sait. Est-ce qu'il y a toute la vie? Peut-être pas. Je pense qu'à force, on aura quand même une immunité, même si elle est vaccinale, qui sera plus importante, mais on est incapable de répondre à cette question aujourd'hui. Après, Hervé, donc pour une information pour Hervé, la période automnale fraîche, c'est déjà le cas pour le reste de la France, mais à Toulouse, vous êtes tellement au sud que vous croyez qu'il fait encore chaud partout. Mais tu sais, à Poitiers, quand je me suis levé ce matin, quand je suis sorti de chez moi, il faisait 4,5 degrés. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que les gestes barrières, ce qu'on va découvrir cette année par rapport à l'an dernier, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de grippe, beaucoup plus. On va récupérer tous nos virus hivernaux qui vont un peu quand même polluer la vie des patients, de tous les patients qui ont des risques infectieux et qui font des bronchites, des infections des voies aériennes supérieures, et notamment le pneumocoque et évidemment la grippe. Chose que l'an dernier, on a très peu vu. Pourquoi? Parce qu'on était des maniaques du nettoyage des mains et qu'on portait tous des masques. La question qu'il faut se poser, c'est pas de vivre avec un masque toute sa vie, c'est pas ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est certes, peut-être qu'on aura moins de Covid, mais si on continue les mêmes efforts, on pourrait peut-être avoir moins de patients qui malheureusement font des grippes sévères ou des infections à pneumocoque sévères ou toutes ces infections aériennes qui les ennuient en plein hiver et qui nous amènent à faire des antibiotiques, des immunoglobulines polyvalentes, etc. Donc la question qu'il faut se poser, c'est peut-être de continuer les efforts pour éviter ça. Mais bon, je suis d'accord que c'est parallèle au Covid, ce n'est pas en lien direct avec le Covid. Vous avez raison de le préciser, professeur, parce qu'on a parlé des gestes barrières, certes, mais on n'a pas rajouté le lavage des mains. Or, on sait bien qu'il y a beaucoup de virus, même que ce soit la gastro, qui se transmet également par les mains. Donc,
Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut vraiment continuer très fort à tout le temps se laver les mains, en fait, dès qu'on est en Oui, contact avec l'extérieur? bien sûr, mais pas que vous, hein. C'est-à-dire que tous les gens que vous croisez, vos proches et tout ça, il Voilà. faut aussi qu'ils se lavent les mains, hein. Je veux dire, on pense toujours au patient, le patient il est concerné, donc il y pense, mais je crois qu'il faut, entre guillemets, qu'il emmerde ses proches pour qu'il continue à le faire aussi, hein. Parfaitement. Et les médecins et les équipes, et en fait partout, quoi. En fait, il faudrait continuer cette culture que nous avons développée avec le Covid, bien au-delà du Covid. Bien sûr, si on peut enlever le masque, c'est mieux. Professeur Leleu, est-ce que sur Poitiers, vous avez eu beaucoup de cas de personnes ayant un myélome, ayant attrapé le Covid? Non, très peu. J'ai eu la chance, alors très peu parce que le Poitou-Charentes, c'est une très grande région qui finalement au mètre carré est assez peu peuplée et on est très très loin des grandes métropoles à 500 000 habitants comme Lille, comme peut-être Toulouse, je ne sais pas combien d'habitants à Toulouse, comme Paris, où dans le métro, vous avez 25 personnes par centimètre carré. À Poitiers, il n'y a rien, à part la mauvaise herbe, il n'y a rien qui est en 25 par centimètre carré. Donc l'avantage qu'on avait à Poitiers, c'est que les gens ne sont pas entassés, quoi. Donc on a eu relativement peu. Après, le problème, ça a été l'été, où là, on a eu beaucoup d'infections, parce que les gens des autres régions sont venus dans notre région, et donc ils ont amené avec eux leur Covid. Et donc là, on a eu des soucis. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait déjà eu une très vaste vaccination. Nous, dans l'hôpital, comme dans tous les hôpitaux, nous avions créé un système pour vacciner à toute vitesse les patients. Et c'est vrai que les patients ont très, très, très bien joué le jeu, entre guillemets, bah, c'est important pour eux, donc c'était d'autant plus facile. Donc on a eu relativement peu. Après, je ne peux pas vous dire, j'ai perdu des patients de Covid, j'ai eu des patients qui ont eu le Covid et qui ont réussi à survivre. On a eu tout, hein, mais relativement peu. Quand je discutais avec Mohamed Moti à Saint-Antoine, et les difficultés qu'ont eu les Parisiens, nous, à côté, on n'a rien eu. C'est clair. D'accord. Donc, c'est la question que j'avais posée aussi pour les vaccins. Le pneumocoque, la grippe, donc c'est essentiel. On a perdu le docteur Leleu en route. Ah, comme il dit, il est dans une région en fait un peu perdue et donc la connexion ne doit pas aller jusque là-bas, je pense. Non, c'est ça. Nous, on est en 5G, mais comme Hervé, il est en 2G, du coup, on a des problématiques pour se lire, lui et moi. D'accord, donc professeur Leleu, là c'est pareil, grippe, pneumocoque, c'est parti pour la saison des vaccins avec la 3e dose? Ah, moi, je pense. Moi, je le recommande. Moi, j'explique aux patients que ce serait vraiment dommage d'attraper une infection à pneumocoque, de faire un mois de réanimation. C'est une situation qui est dramatique, catastrophique, et franchement qui est très, très, très compliquée à anticiper. Bien heureux celui qui est capable de dire quel patient va faire une grippe grave, un pneumocoque grave. Et je pense qu'en l'absence de ces capacités de mieux identifier et de mieux informer, éduquer et prédire les patients qui vont être en difficulté, je pense que la vaccination, c'est le meilleur moyen de se protéger. Maintenant, voilà. Je n'arrive pas à convaincre tout le monde. Non, mais Xavier, je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, en dehors du myélome, la principale cause de mortalité dans cette maladie, c'est le pneumocoque quand même. Donc, vraiment, le vaccin, il est vraiment essentiel. D'accord. Nous, on le fait, on le recommande, on le dit. Mais il y a des patients qui sont, tu sais, en Poitou-Charentes, il y a quelques patients qui sont très anti-tout. Bon, difficile Oui, de les comme convaincre. comme partout, malheureusement. Comme partout sûrement. Et si vous faites le pneumocoque, excusez-moi madame, si vous faites le pneumocoque, le point très important, mais maintenant je pense que c'est très clair en France, mais il faut vraiment faire les deux vaccins. Il faut vraiment faire le Prevnar 13 en premier et 1 à 2 mois derrière le Pneumovax ou Pneumo 23, mais je crois qu'on ne trouve plus le Pneumo 23, on trouve la forme Pneumovax maintenant. C'est important. Alors, il n'y a jamais eu de démonstration dans le myélome hein, de ce qu'il faut faire comme ça, mais chez l'immunodéprimé en général, et le myélome est un immunodéprimé,
on a le sentiment que le Prevnar 13 est relativement efficace, mais ne couvre que 13 sérotypes. Le Pneumovax est peut-être un peu moins efficace, c'est pour ça qu'il vient en numéro 2, mais il couvre les 23 sérotypes. Donc, c'est probablement important de faire les 2 vaccins. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Je ne sais pas à Toulouse, Hervé, si c'est ce que vous recommandez. Et tu le fais à quelle fréquence? Tu doses les anticorps avant ou pas? Non, je le fais systématiquement au diagnostic. Tout patient qui vient, myélome indolent ou myélome nécessitant traitement, je lui fais la vaccination et ensuite, on est sur la base nationale, la recommandation, c'est-à-dire tous les 5 ans, mais parfois, on le refait à 2 ans quand on a un peu peur pour un patient parce qu'on va lui donner des traitements extrêmement immunosupprimants. Voilà. Et après la greffe, bien entendu. En fait, tu serais très surpris, tu sais qu'on avait regardé, hein, et oui, après la greffe, en fait, ils récupèrent leur immunité, les patients, en fait, s'ils ont une mémoire. Pas tous, mais oui, c'est vrai. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut nécessairement le refaire après la greffe, parce que nous, on l'a fait au diagnostic, tu sais, 6 mois avant la greffe. Je ne sais pas s'il faut le refaire après la greffe nécessairement. Je pense que ceux qui le refont, c'est très bien. Mais ça fait 4 vaccins dans un temps très court, mais pourquoi pas? D'accord, donc ceux qui ont fait Prevnar 13 et Pneumovax, mais après leur autogreffe, à quelle fréquence faut-il qu'ils se fassent le rappel? Est-ce que le rappel, c'est les 2, Prevnar et Pneumovax? C'est une bonne question. Oups, ouais, je ne suis pas certain, madame, de pouvoir répondre à cette question. Nous, quand on fait le rappel, on fait les 2, mais est-ce qu'on fait bien? Là, il faudrait un infectiologue qui serait plus à même de nous répondre, mais nous, quand on fait le rappel, on fait les 2, et comme je vous le disais, on part sur une base de tous les 5 ans, mais chez certains patients, on le fait à 2 ans. Ce sont les patients qui ont des traitements très lourds, notamment qui rechutent précocement et à qui on fait des traitements lourds à la rechute, on le fait à 2 ans. Voilà. C'est vrai que quand on le refait, le rappel, on fait les 2 vaccins. Maintenant, je prétends, vous savez, dans ce domaine, il n'y a rien de publié quasiment, et donc on fonctionne un peu comme les allogreffeurs. Je ne sais pas si c'est la réponse optimale pour le myélome. En même temps, qui peut le plus peut le moins, hein. Je crois qu'effectivement, c'est quand même pas toxique, et je crois qu'il faut essayer de prendre le maximum. C'est un peu oui, je suis tout à fait d'accord avec Hervé, c'est un peu ce que l'on s'applique, qui peut plus, peut le moins. Mais bon, une fois qu'on a dit ça… Là, je vois une question de Fatia qui dit qu'elle prend du pomalidomide, de l'Imnovide, et qu'elle est en asthénie depuis des vaccins. Est-ce normal? Encore une fois, je veux dire, la fatigue dans le myélome, c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de causes. Il y a la maladie, il y a les traitements. Il y a sans doute une fatigue aussi mentale qui est importante. Est-ce que les vaccins par eux-mêmes aggravent ça? J'en sais rien. Possiblement. Bon, après, il ne faut pas s'inquiéter pour ça, mais je comprends que ce soit déplaisant. Professeur Leleu, parce que le professeur Ave Loiseau, tout à l'heure, en a déjà parlé. Jean-François pose la question. Une 4e dose si les 3 premières sont inefficaces? Oh là, bon courage. Hervé, tu as répondu à ça? Tu as donné une réponse? J'ai donné une réponse de dire que ce n'est pas toxique. Oui, alors en fait, bon, d'abord, je pense que ce qu'il est important de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est on n'en sait rien. Il n'y a pas de données scientifiques à ma connaissance qui permettent de dire que la 4e injection a plus de chances de marcher si les 3 premières n'ont pas marché. Je rappelle aussi aux patients que ce que vous dosez quand vous dites ça a marché ou ça n'a pas marché, c'est le taux d'anticorps qui est naturellement existant dans votre organisme. Si ça se trouve, vous pensez ne pas avoir d'anticorps et quand on vous fait le dosage, il n'y en a pas. Et si ça se trouve, parce que vous avez été vacciné, en présence du Covid, vous auriez une très bonne réponse immunitaire grâce au vaccin, même si vous n'avez pas énormément d'anticorps qui sont dosés dans le sang, spécifiques de la réponse au vaccin. Donc tout ça, c'est compliqué et je ne suis pas sûr que tout le monde sache tout très bien. Je suis d'accord avec Hervé que la 4e injection n'est pas plus toxique que les 3 premières et que par voie de conséquence, pourquoi ne pas la faire? Maintenant, j'explique aux patients qu'il y a
si les 3 premières n'ont pas marché, j'avoue que j'ai un peu d'hésitation à penser que la 4e va marcher. Et je suis honnête avec eux sur le fait que moi, je la ferai, mais que je ne vois pas pourquoi elle marcherait mieux que les 3 premières. Par contre, je la ferai parce que voilà, ça peut booster à un moment ou à un autre la réponse. Et quand on voit le risque, quand on voit le devenir des patients qui ont un Covid et qui ont un myélome, je pense qu'il faut mettre tous les atouts de son côté. Mais voilà, 3 vaccinations qui n'ont pas marché, la 4e marche, j'y crois pas trop. Xavier, il y avait une question tout à l'heure, je ne suis pas sûr d'avoir donné une réponse parfaitement claire sur comment tu arrêtes les traitements myélome quand tu vaccines. Je ne les arrête pas. Je fais attention à ce que les patients ne prennent pas la dexaméthasone cette semaine-là. Mais je ne les arrête pas. Je ne les arrête pas d'abord parce que on ne sait pas trop le myélome. Alors après, arrêter le traitement du myélome une semaine, ce n'est pas méchant. Et ce n'est pas ça qui va faire que le myélome progresse. Mais faut-il arrêter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? J'en sais rien. Et puis, tu vois, par exemple, un traitement qui est lymphopéniant, par exemple daratumumab ou un CAR-T ou un bispécifique, ce n'est pas quelque chose que tu peux arrêter si facilement et probablement qu'il faudra l'arrêter 3 ou 6 mois d'avance. Donc, ma réponse… Les patients qui sont en entretien, par exemple, ou qui sont au long cours avec Dara seul, peut-être qu'on peut faire une pause de 15 jours, le temps de faire le vaccin. Ça ne va pas changer grand-chose. Tout à fait. Même si les plasmocytes expriment le CD38 et le daratumumab, il peut rester sur les plasmocytes jusqu'à 4 à 6 mois. Hein. Donc, mais peut-être que 15 jours, c'est trop court de toute façon pour arrêter. J'avoue que j'en sais rien et que c'est vraiment traitement par traitement. Moi, c'est certain. Je dis aux patients de ne pas prendre la dexaméthasone parce que ça n'aide pas à la réponse immunitaire la semaine de la vaccination. Mais les autres traitements, honnêtement, je ne les ai pas arrêtés, moi. Et je n'ai pas l'impression, la majorité des patients chez qui j'ai fait, et puis j'ai fait la recherche de la réponse vaccinale, donc l'IgG anti-S, anti-spike, je l'ai fait chez un très grand nombre de patients et moi j'ai vu des réponses dans la très grande majorité des patients. Je ne suis pas sûr que, voilà, donc je n'ai pas arrêté le DARA, je n'ai pas arrêté le REV, moi. J'ai juste arrêté la DEX. Et j'ai vu des réponses dans la très grande majorité des patients, 99%. Donc je ne sais pas s'il faut arrêter. Quand vous dites REV, c'est Revlimid? Oui, madame, pardon, lénalédomide, excusez-nous, c'est un peu voilà, défaut professionnel. C'est justement la question de Pauline qui demandait, et le Revlimid alors, est-ce qu'on l'arrête? Nous, encore une fois, quand les patients sont en entretien bien contrôlé, on essaie de faire une pause de tout pendant 15 jours. Mais comme dit Xavier, c'est totalement empirique. Il faudrait qu'on fasse une étude comparative Poitiers versus Toulouse et voir effectivement si on voit les différences. Lui va me dire qu'ils sont mieux traités à Poitiers, donc forcément, tu connais la réponse, c'est ça? Il va y avoir ce biais, et je n'osais pas en parler, mais si c'est toi qui en parles, Hervé, merci, ça me fait plaisir, ça me réchauffe le cœur. Non, la question que j'aurais envie de poser à Hervé, et moi, mon sentiment, j'ai eu le sentiment que les patients qui étaient sous lénalédomide, en fait, j'ai vu beaucoup de très bonnes réponses vaccinales sous lénalédomide, Hervé. Après, c'est complètement biaisé parce que je n'ai pas beaucoup de comparateurs vu que la très grande majorité des patients sont sous lénalédomide et que ces patients-là sont moins avancés dans le myélome, donc ont plus de chances de répondre au vaccin que les patients qui sont plus avancés dans le myélome. Mais j'avais le sentiment que, et je t'en ai parlé, Hervé, et je sais que tu as une étude en cours, que le lénalédomide pouvait aider la réponse vaccinale. La question, c'est dans ce cas-là, le laisser parce qu'il peut aider la réponse vaccinale. Je ne sais pas si tu as des premières données là-dessus. Non, je ne sais pas répondre à ça. Tu sais qu'on a une étude en cours et je te sollicite. Il faut que je t'envoie des prélèvements. Merci. C'est une étude en cours où on prend les différents types de traitements que reçoivent les patients et faire des sérologies plus une analyse de l'immunité cellulaire pour voir en fonction des différents traitements est-ce qu'on a des réponses différentes. Et je ne sais pas. Et quand nos polynucléaires neutrophiles sont au ras des pâquerettes, est-ce qu'on se fait vacciner quand même? Si les polynucléaires sont dans les chaussettes, il est fort probable que les lymphocytes le soient aussi. Donc peut-être qu'il vaut mieux attendre que les patients sortent d'aplasie pour le faire. Xavier? Voilà, je suis d'accord avec toi, Hervé. Je pense que ce qu'il faut expliquer aux patients et donc aux personnes qui assistent, c'est que les cellules dont on a besoin pour la réponse vaccinale ou pour la réponse contre le virus, ce sont les lymphocytes, ce ne sont pas les polynucléaires. Donc, quand vos polynucléaires sont bas, vous avez un risque d'infection à bactéries.
mais pas à Covid et pas de problématique de réponse vaccinale. Par contre, le point d'Hervé est absolument juste. C'est que si vous avez une neutropénie, le taux des polynucléaires bas, vous avez très probablement une lymphopénie. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, sous daratumumab, on voit des patients avoir des lymphopénies profondes et pas de neutropénie ou des neutropénies minimes. Mais donc, par rapport à la vaccination, par rapport au Covid, ce ne sont pas les polynucléaires qui comptent, ce sont les lymphocytes. D'accord. Donc, Viviane pose la question, elle est en rémission après son autogreffe, sous Revlimid et antibio, antiviral. Question vaccin anti-grippe et 3e dose. Je n'ai pas reçu le vaccin pneumocoque après mon autogreffe. Je crois que le vaccin anti-grippe et la 3e dose Covid ne se discutent pas. Sur le vaccin pneumocoque, je crois qu'apparemment, comme le disait Xavier, on n'a pas partout les mêmes attitudes. Nous, après la greffe, à 3 mois après, on redose les anticorps pneumocoques et on adapte. Nous, on ne le fait pas systématiquement. Alors, ce serait intéressant un jour que dans l'IFM, on harmonise nos pratiques. Oui. Et ce serait génial de pouvoir le faire en plus avec des données scientifiques qui fassent qu'on harmonise dans le bon sens. Mais nous, on ne le fait pas, le dosage, pour rechercher les anticorps, et on ne revaccine pas. Pourquoi ? Parce que j'avais fait une étude quand j'étais un peu plus jeune, à peine, à Lille, plus de 6 ans au moins, dans laquelle on avait montré qu'en fait, les patients, pendant l'autogreffe, perdaient leur immunité, mais la récupéraient derrière. Voilà. Bon, après, c'est une petite étude, c'était monocentrique, ça n'a pas de valeur scientifique propre, réelle. Voilà. Et puis, on ne voit pas d'infection à pneumocoque, particulièrement chez les post-greffés, sur une 100-120 autogreffes à l'année, on ne voit pas d'infection à pneumocoque derrière. Or, on n'a pas refait les vaccinations. Par contre, ce qui est certain, c'est que tous nos patients, tous, 100%, sont vaccinés avant de commencer l'induction. Donc, on n'est pas sur une situation où les patients ne sont pas vaccinés et il faudrait les vacciner après l'autogreffe. Nous sommes sur une situation où tous les patients sont vaccinés avant le début de l'induction et ça fait partie du standard et donc on ne refait pas après la greffe. Mais bon, ce serait intéressant d'harmoniser les pratiques un jour. Par contre, tu es d'accord que la grippe et la 3e dose Covid sont impératifs? Absolument. Et je rappelle qu'il y a une recommandation, alors pour le coup scientifique, qui dit qu'elles peuvent être tout à fait faites le même jour, dans les deux épaules, chacun dans une épaule, mais que ça peut être parfaitement fait le même jour et qu'il n'y a aucune raison que des patients traversent la région un jour pour le Covid et 3 semaines derrière pour la grippe, comme le disent malheureusement certains médecins généralistes. J'ai encore entendu quelqu'un me le raconter aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait, professeur, si quelqu'un entrait pour une autogreffe et n'était pas vacciné actuellement? Ah c'est chiant. C'est une situation qui n'est pas sympa. La personne va devoir faire un test Covid PCR avant de rentrer. Et point à la ligne, moi, je n'ai pas à juger les patients par rapport à leur envie ou pas d'avoir un pass sanitaire, leur envie ou pas d'être vacciné. Moi, je suis là pour soigner. Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais par contre, je ne veux pas que la famille m'accuse et m'en veuille si jamais le patient attrape le Covid et décède pendant ou après l'autogreffe, là où le risque est absolument immense. Voilà, donc nous on fait un test Covid, si le patient est négatif, il est autogreffé, si le patient n'est pas négatif, si le patient est positif, il rentre chez lui, l'autogreffe est décalé, point. Mais c'est une situation très, très inconfortable pour nous, pour les équipes, parce que s'il y a le moindre problème, la culpabilité, elle va retomber sur nous, alors que voilà, nous on fait ce qu'il faut. Vous avez Je sais pas, Hervé. Vous avez été confronté à ça, l'un ou l'autre? C'est-à-dire qu'on avait été surtout avant le vaccin. En 2020, effectivement, il n'y avait pas de vaccin. On faisait des tests Covid, PCR à tous les patients, mais on continue à le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que les patients qui sont vaccinés, avant de rentrer dans l'autogreffe, on leur fait un test PCR, parce que, comme le dit Xavier, développer le Covid alors qu'on n'a plus aucune cellule, ça ne va pas être très bon. Donc, on le fait systématiquement. Mais on ne peut pas garantir, quand le patient rentre chez lui,
en post-greffe, Bien sûr que non. que son immunité est catastrophique, si à ce moment-là, et reste catastrophique quand même, même si elle va vers l'amélioration, si le patient attrape le Covid, c'est une situation catastrophique. Moi, je suis très honnête avec les patients. Je ne suis pas là pour les juger. Qui suis-je pour juger? Mais le problème, c'est que si je fais l'autogreffe, je m'engage auprès du patient à tout faire pour que l'autogreffe se passe bien. Si le patient attrape le Covid en post-greffe, l'autogreffe ne va pas bien se passer, hein, parce que ça va se finir en réanimation dans des situations catastrophiques. Et je n'y suis pour rien. Tout le personnel soignant est vacciné, donc nous n'y sommes pour rien. Le patient a attrapé le Covid à la maison. C'est moi qui ai accepté de faire l'autogreffe en lien avec le patient, mais le patient m'a donné l'autorisation de faire l'autogreffe. Donc, c'est sa responsabilité à lui s'il attrape le Covid en post-greffe alors qu'il est en situation extrêmement critique sur le plan infectieux et qu'il va en mourir s'il attrape le Covid. Je ne veux pas être tenu responsable par la famille de cette problématique-là. Donc, c'est une situation très compliquée et j'ai la chance pour le moment de ne pas avoir eu de patient qui m'ait mis dans cette situation-là. Après, je crois que c'est aussi important de dire, comme l'a dit Xavier, que pendant les 3 mois, en gros, qui suivent la greffe, vous êtes extrêmement fragile et que là, par contre, il faut effectivement avoir des mesures barrières qui soient plus. C'est vraiment capital. Une toute dernière question avant de repasser la parole à Hervé, notre monsieur loyal. Quand je le vois arriver, Hervé, je sais que nous arrivons à la fin de notre webconférence. Avez-vous eu des personnes qui ont été vaccinées dans vos services et qui ont tout de même déclenché un Covid? Pas à ma connaissance. Alors moi, oui. Oui. Oui, j'ai une jeune fille de 27 ans, myélome, qui a été vaccinée. D'ailleurs, elle n'avait pas eu une bonne réponse vaccinale. Elle avait un taux limite supérieur à 8. Elle a attrapé le Covid. De chez elle, personne n'était vacciné, personne ne voulait se faire vacciner. Les gens se sont contaminés, ils l'ont contaminée, mais elle avait fait les 2 vaccins. Elle était en post-quart immédiat, donc elle a fait un poumon blanc des 2 côtés, et on va dire, heureusement qu'elle a 27 ans, elle en est sortie, elle va bien, son quart a pris, elle n'a pas perdu son quart, elle a survécu au Covid, et cette histoire qui aurait pu être dramatique va bien se terminer. Mais oui, j'ai vu un cas, oui. Un seul, mais j'ai vu un cas. Alors, par contre, Hervé, j'ai vu plusieurs Covid entre les 2 vaccinations. J'ai vu plusieurs patients qui, après la première, ont fait des Covid et qui ont dû attendre pour faire la deuxième, mais ça s'est bien passé. Oui, mais on sait que de toute façon, l'immunité, il faut vraiment avoir les 2 doses, et même 15 jours après la deuxième dose, quoi. Après la première, on a une petite réponse, mais qui n'est pas suffisante pour prévenir l'infection. Bon, je vois que notre monsieur loyal veut nous mettre à la porte, apparemment. non, il va juste vous demander à l'un et à l'autre peut-être un mot de conclusion. Alors, je vais prendre le rôle du méchant et je laisserai le rôle du gentil à Xavier. Le rôle du méchant, c'est que considérez que vous êtes des gens fragiles. Et donc, ça veut dire qu'il faut continuer à avoir des gestes barrières, pas comme on avait peut-être en 2020, mais quand même faire super attention. Alors là, tu as été très gentil parce que j'allais dire quelque chose d'assez identique, même si c'est un peu plus philosophique, mais j'avais l'impression d'être gentil. Donc, je pense que tu as été très gentil. Non, ce que je pense qu'il faut expliquer aux patients, c'est que le traitement du myélome, ce n'est pas juste d'avoir du daratumumab et du lidodomide, d'une autogreffe, etc. Le traitement du myélome, c'est un temple à 3 piliers. Le premier, c'est le traitement à proprement parler du myélome. Mais le deuxième, c'est ce qu'on appelle les soins de support. Guérir de son myélome, enfin pas guérir, mais aller très très bien avec son myélome parce qu'on a très très bien répondu au traitement et souffrir de tout un tas d'effets indésirables qui soient directement ou pas directement liés aux médicaments, c'est quand même dommage. Aller très très bien avec le myélome et avoir une qualité de vie catastrophique, c'est dommage. Et donc aujourd'hui, il faut absolument avoir, pour nous médecins et pour les patients et leurs familles, une hygiène, une éducation et une compréhension de tout ce qui est soins de support qui est très importante et très rigoureuse, au même titre que le traitement du myélome. Et les vaccinations, se protéger contre les infections par tous les moyens possibles, et il y en a beaucoup, ça en fait absolument partie, et de façon indiscutable au regard aussi en parallèle du traitement du myélome. Le troisième temple, le troisième pilier, si je puis dire, de ce temple, c'est la surveillance biologique que l'on fait de la tolérance et de l'efficacité du myélome.
Voilà, donc le mot-clé, c'est ne laissez pas tomber le reste de ce que vous êtes juste parce que vous traitez un myélome, quoi. Vous restez des êtres humains avec tous les risques et toutes les problématiques qui se posent à vous. Alors, un grand merci pour ces quelques mots de conclusion et c'est la transition que je ferai avec le MOOC. D'abord, en remerciant vraiment Sophie pour sa magnifique intervention et pour avoir coordonné tout cela de manière extraordinaire. Alors, le MOOC, c'est aussi et surtout un endroit où on parle effectivement de qualité de vie, de projet de vie, pas seulement de traitement, pas seulement de recherche, pas seulement de maladies. Il y a eh bien, des personnes qui sont des proches de malades, qui trouvent beaucoup d'échanges. Il y a des tuteurs qui vous attendront dès le 19 octobre. Eh bien, venez tout simplement, venez quand vous le voulez, puisque vous pouvez rentrer dans le MOOC, bien sûr, le 19 octobre, mais il va se poursuivre pendant plusieurs semaines. Voilà, et vous pourrez également assister à d'autres webconférences qui émailleront, jalonneront ce MOOC sur différents thèmes. Alors, merci à toutes et à tous. Un grand merci encore au professeur Hervé Loiseau et au professeur Leleu. Et puis, bonne soirée, bon appétit. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir.